C'est difficile de ne pas penser au duel quand on pense à la question de la masculinité, surtout quand on travaille sur le 19e siècle. Il y a tellement d'exemples en littérature que finalement c'est pléthorique. Alors du coup, comme j'ai juste 25 minutes, je vais me concentrer sur 3 représentations du duel dans la littérature, mais gardons en tête que ça ferait facilement l'objet de tout un livre de travailler sur les représentations du duel dans le romantisme, le réalisme, le naturalisme et en décadence. C'est omniprésent. Voilà, donc l'institution du duel a fait l'objet de multiples études pour appréhender à la fois sa longévité à travers les siècles, mais aussi l'étendue de sa pratique à travers les pays. Le duel remonte au Moyen-Âge, il s'est répandu dans toute l'Europe jusqu'au début du XXe siècle. Bien que le phénomène soit documenté d'un point de vue historique, il reste encore beaucoup à faire concernant l'étude des représentations du duel en peinture, dans le cinéma et bien sûr en littérature. Pourtant, dès 1892, dans une étude consacrée au duel en France, le sociologue Gabriel Tarde pointe l'importance de la littérature non seulement dans l'illustration, mais aussi dans l'incitation de cette pratique qu'il juge nuisible et atavique. Je vous ai donné en fait quelques citations que je vais utiliser aujourd'hui, comme ça vous pouvez les lire. Donc là, c'est la première citation de Gabriel Tarde. « Si l'on comptait les duels contenus dans les romans, les comédies, les drames qui ont vu le jour en France depuis 10 ans, on trouverait certainement ce nombre 20 ou 40 fois supérieur à celui des duels qui ont réellement eu lieu dans le public français. Jeffrey Meyers écrit en 1983 un texte pionnier sur le duel en littérature, mais son essai se concentre essentiellement sur la représentation du duel dans la littérature russe au 19e et 20e siècle. Petite parenthèse, vous savez que Pouchkine est mort d'ailleurs en duel. Plus récemment, Jean-Noël Jeanneney, auteur en 2004 du Duel, une passion française, et François Guillet, auteur en 2008 de La mort en face, incluent chacun des références littéraires pour illustrer leur recherche historique sur la pratique du duel au XIXe siècle. Ces 2 historiens constatent une ambivalence de la représentation du duel dans la littérature française. Il y a d'une part une tradition qui représente très positivement le duel. Certains textes comme Les Trois Mousquetaires, Le Capitaine Fracasse, Ruy Blas, Cyrano de Bergerac, bien sûr, représentent les duellistes comme des hommes d'honneur et de panache. Mais il y a une autre tradition qui représente le duel de façon beaucoup plus problématique, et c'est cette tradition évidemment qui m'intéresse. Je pense par exemple aux œuvres comme Le Père Goriot, L'éducation sentimentale, Pogouille ou Un lâche représentent au contraire le duel sous un jour sordide comme étant une institution criminelle et avilissante. Ce n'est pas par hasard si les œuvres qui représentent le duel positivement se passent dans des siècles antérieurs au XIXe siècle, tandis que les œuvres qui critiquent le duel ont tendance à aborder la question de façon contemporaine pour en souligner l'atavisme. Étant donné que cette institution est foncièrement masculine et que le duel ne peut se pratiquer théoriquement qu'entre hommes, l'étude des représentations culturelles du duel constitue un accès privilégié aux études sur les hommes en général et sur la construction de la masculinité du jeune homme en particulier. Prenant acte de l'ambivalence de la littérature sur cette question, donc moi je vais me concentrer sur 3 textes qui sont des textes d'auteurs que j'aime beaucoup et qui représentent le duel de façon très problématique, en tout cas sur la question de la masculinité. Donc les 3 textes sont Delphine, roman épistolaire publié par Germaine de Staël en 1802, Lorenzatio, pièce de théâtre écrite par Alfred de Musset en 1834 sur une idée de George Sand, et Monsieur Vénus, œuvre emblématique de la décadence qui a lancé la carrière de Rachilde en 1884. Il n'est pas inutile, avant de procéder à l'analyse de ces 3 textes, de rappeler le contexte historique de la pratique du duel en France. Et pour ce faire, il faut avoir en tête le livre de Robert Nye qui s'appelle Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France. Il a vraiment fait un travail remarquable pour précisément montrer quels sont les codes du duel, puisque le duel est extrêmement protocolaire en fait. On ne fait pas de duel de façon improvisée et spontanée. Le duel précisément se fait dans la durée avec des témoins et en respectant des règles. Donc le premier fait qui doit attirer notre attention, c'est la préservation de l'institution du duel en France après la Révolution française. En dépit de la volonté de se défaire d'institutions et de lois jugées féodales et iniques, en dépit d'une révolution qui s'est voulue aussi culturelle que politique en voulant promouvoir la modernité et l'expérimentation contre la tradition et l'imitation, l'institution du duel, fortement associée à la noblesse et à une société de caste, a été paradoxalement reprise à son compte par la bourgeoisie. En dépit d'une succession de régimes politiques aussi divers que l'Empire, la monarchie, la République,
En dépit d'une mobilisation de la loi pour interdire évidemment l'homicide, et donc par conséquence le duel, et faire condamner en justice les duellistes, le duel s'est non seulement maintenu, mais en fait s'est démocratisé au XIXe siècle, touchant la bourgeoisie, mais aussi les étudiants, les militaires, les journalistes et les artistes. Vous avez peut-être en mémoire que même Marcel Proust s'est battu en duel contre Jean Lorrain. C'est assez étonnant puisque les deux étaient quand même notoirement homosexuels et notoirement efféminés. Mais donc l'institution s'est beaucoup pratiquée, y compris par les artistes. Cette ascension du duel doit nous interpeller car elle est la preuve du besoin d'une pratique consensuelle pour établir la masculinité des hommes soucieux d'affirmer leur honneur, car la défense de son honneur est alors le critère primordial pour établir une virilité exemplaire. Peu importe qui finit par perdre ou gagner le duel, l'essentiel c'est d'y participer. Puisqu'à partir du moment où vous participez au duel et que vous respectez les règles, si vous perdez, vous êtes un homme, un vrai quand même. Donc l'idée, c'est pas tellement de gagner ou de perdre, l'idée c'est de ne pas refuser en fait une invitation au duel. Pour mieux comprendre les spécificités de la pratique du duel en France, il conviendra de garder en tête les paramètres suivants. En cas de décès par blessure et de procès aux assises, le jury en général ne condamne presque jamais le duelliste assassin s'il a respecté les règles du duel. Ces règles sont nombreuses et compliquées et l'ouvrage qui a servi de référence en la matière au XIXe siècle s'appelle « L'essai sur le duel » du comte de Châteauviard, publié en 1836. Un duel se compose d'un offenseur et d'un offensé. C'est important de distinguer les deux puisque c'est l'offensé qui a le choix des armes. Chaque duelliste est assisté de 2 témoins qui ont pour mission de veiller à ce que les règles et le protocole du duel soient respectés. La présence d'un médecin est presque systématique pour porter les soins aux blessés. Il est difficile d'évaluer le nombre de duels en France au XIXe siècle parce que la pratique se fait sous le secret, donc en l'absence de procès verbal et de compte rendu dans la presse. Le taux de mortalité en relation au duel baisse continuellement tout au long du XIXe siècle et le duel à l'épée en France est de loin le plus répandu, loin devant le duel au pistolet et le duel au sabre. Dernier détail, la grande majorité des duels se pratiquent à Paris, le phénomène restant plutôt marginal en province. Le contexte de la pratique étant posé, on peut aller maintenant dans les textes littéraires. En guise de préambule, rappelons le conseil donné par Vautrin au jeune Rastignac dans le Père Goriot. Donc je cite la citation, c'est la deuxième sur votre fiche. Vous pouvez maintenant aller faire vos farces, aller dans le monde, y pêcher des dots, danser avec des comtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la tête, mais croyez-moi, jeune homme, fréquentez le tir. Autrement dit, pour tout provincial ambitieux, la préparation au duel est un élément clé pour une ascension sociale réussie. Alors commençons par Delphine. Delphine raconte une histoire d'amour tortueuse et impossible entre Léonce de Mondoville et Delphine d'Albéma. Bien que Delphine soit noble et vertueuse, elle représente l'inconvénient rédhibitoire d'être une femme d'esprit, c'est-à-dire de se mêler par exemple de philosophie et de politique, prenant une place qui n'est pas convenable pour une femme dans l'espace public. Elle ressemble donc beaucoup à Germaine de Staël, l'auteur. Ainsi, la mère de Léonce s'oppose à tout projet de mariage entre son fils et Delphine, décriant cette dernière comme une intellectuelle pervertie par la philosophie des Lumières. Une enthousiaste de la Révolution française et une alliée des protestants. On se rappelle que Germaine de Staël était effectivement une grande lectrice de Rousseau et que son premier livre était une introduction à la philosophie de Rousseau. En tant que femme, Delphine apprend de Madame d'Arthénas qu'elle n'a presque aucune ressource pour se défendre contre la médisance, tandis que les hommes, eux, ont toujours la ressource du duel pour laver leur honneur et faire taire la calomnie. Je cite, « Les hommes peuvent se brouiller avec qui ils veulent. Un duel brillant répond à tout. Cette magie reste encore du courage. Il a franchi honorablement des liens qu'impose la société. Ces liens sont les plus subtils et cependant les plus difficiles à briser. Une jeune femme sans père ou sans mari, quelque distinguée qu'elle soit, n'a point de force réelle ni de place marquée au milieu du monde. » Fin de citation. Ici, le duel est dénoncé comme une facilité pour les hommes, une pratique exclusive qui leur permet de sauver leur honneur en dehors des lois tout en écrasant définitivement la calomnie. La femme, au contraire, ne peut se défendre par elle-même contre l'injure et le sous-entendu et doit s'en remettre à la dépendance d'un père, un frère ou un mari pour être défendue précisément en duel. Ce que montre l'intrigue du roman, c'est que Léonce, faisant preuve de jalousie et d'intrépidité, provoque en duel plusieurs hommes qu'il perçoit comme des rivaux ou des calomniateurs de Delphine. Le problème est que Léonce, n'étant pas le mari de Delphine et n'étant pas autorisé à la défendre en duel,
En se conduisant ainsi, il se conduit comme un amant et expose plus encore Delphine à la médisance concernant sa vertu, bien que l'amour entre eux soit chaste. Ainsi, lors d'une soirée mondaine où le vieux monsieur de Fierville s'amusait à souiller la réputation de Delphine, Léonce n'a pas pu résister à demander à ce que quelqu'un lui réponde de ses propos insultants. Je cite « Vous avez raison, dit-il, les vieillards et les femmes n'ont rien à faire dans cette occasion, et j'attends qu'un jeune homme soutienne ce que la faiblesse de votre âge a permis d'avancer. » Ce faisant, Léonce cherchait à provoquer M. d'Orsan, mais surtout il augmentait la suspicion de tout le monde contre lui et Delphine. C'est ainsi que Madame d'Artémas finit par se plaindre de Léonce à Delphine. Je cite « Léonce a été trop peu maître de lui en vous entendant blâmer. Ce n'est pas ainsi que l'on sert utilement ses amis. » Fin de citation. Le même dérapage se produit plus tard avec M. de Valorbe. Exposant les raisons de sa Donc le même dérapage produit avec M. de Valorbe. Exposant les raisons de sa présence, M. de Valorbe finit par provoquer la honte et la gêne de Léonce. Vous ne doutez pas, je le pense, monsieur, qu'après l'insulte que vous m'avez faite, votre mort ou la mienne ne doivent terminer cette affaire. Mais je suis menacé d'être arrêté cette nuit pour des raisons politiques. C'est afin de me soustraire à ce danger que Mme d'Albémar m'a accordé refuge. Sa belle-sœur est venue s'établir chez elle ce soir même pour m'autoriser par sa présence à profiter de la générosité de Mme d'Albémar. Je crains d'être poursuivi si ma retraite est connue. Remettons à demain une satisfaction qui certes m'intéresse plus que vous. Fin de citation. Une fois de plus, en voulant protéger Delphine, Léonce l'expose dramatiquement comme une femme au comportement douteux. Monsieur de Fierville, ayant aperçu l'altercation entre Léonce et Monsieur de Valorbe, finit par raconter à tout le monde que Delphine avait donné rendez-vous en même temps à ses deux amants, donnant lieu à une situation grotesque pour les deux hommes et perdant définitivement la réputation de Delphine. Cette dernière, embarrassée par la jalousie de Léonce, finit par se plaindre de lui. Je cite « Indomptable caractère, lui dis-je alors, avec une vive indignation, vous n'avez pas encore seulement daigné penser à moi. Doutez-vous que le sujet de cette querelle ne soit bientôt connu et qu'il ne me perde à jamais ?» Ce qui retient notre attention ici, ce n'est pas tant que Delphine finisse par être victime de duels fréquemment provoqués par Léonce, c'est plutôt ce que ces duels révèlent de la psychologie de Léonce. Delphine lui trouve un caractère indomptable, ce qui le renforce dans sa masculinité, augmente en lui son caractère de bête sauvage. Mais l'amie de Delphine, Madame d'Artémas, trouve qu'il n'est pas assez maître de lui. Et on a vu ce matin qu'un des critères de définition de la masculinité, c'est d'être maître de soi-même. Nous touchons ici à un point de bascule où l'impulsivité de Léonce peut prêter soit à une confirmation de sa virilité en le dépeignant comme un fauve que rien ne peut domestiquer, soit au contraire à la suggestion d'un manque de masculinité, car la masculinité c'est la force maîtrisée, c'est la force dans l'endurance, c'est la force dans la discipline, tout ce dont manque Léonce qui ne sait pas contrôler ses pulsions. Il nous reste à mettre un mot sur cette attitude, son impulsivité, son manque de maîtrise de soi, sa capacité à captiver l'attention et susciter des drames aussi inutiles que préjudiciables pour Delphine. Ce mot-là, c'est l'hystérie. En fait, Léonce a un comportement complètement hystérique et il a une pratique du duel, une frénésie du duel qui finalement montre qu'il ne sait pas maîtriser ses nerfs, ce qui paradoxalement l'expose comme étant un homme hystérique. Mais rappelons qu'au XIXe siècle, qui est aussi le siècle du positivisme, et que petit à petit, comme l'a établi Foucault dans La volonté de savoir, la figure du docteur va remplacer celle du prêtre comme lieu de canalisation des discours sur la sexualité. L'essor de la médecine va engendrer celui de la psychiatrie, de la sexologie, avec tout un catalogue de perversions sexuelles diagnostiquées autour de la politique des mœurs et d'eugénisme des corps. Les femmes sont fortement soupçonnées, suspectées d'une maladie que les médecins établissent comme profondément, presque naturellement féminine, et c'est ainsi que toute femme qui n'est pas assez décente ou discrète se retrouve catégorisée comme hystérique. L'étymologie du mot renvoie à l'utérus, raison pour laquelle la maladie serait intrinsèquement féminine. Et pourtant, les travaux d'éminents docteurs finissent par suggérer au XIXe siècle que si l'hystérie touche principalement les femmes, il y a aussi des cas d'hystérie masculine. Étienne Georget, dans son essai L'hypocondrie et l'hystérie, puis Jean-Louis Brachet en 1847, dans son traité sur l'hystérie, soutiennent chacun que l'hystérie doit être traitée comme une maladie neurocérébrale, déconnectant donc cette dernière de l'utérus et ouvrant la voie à une hystérie masculine. Nous aimerions suggérer, en revenant au caractère de Léonce, à son manque de maîtrise de lui-même, à ses crises de nerfs à répétition, notamment l'épisode où il éclate en larmes et s'évanouit en public lors de la représentation de Tancrède, qu'il semble manifester plusieurs symptômes de comportement hystérique.
Ainsi, sa pratique du duel n'exalterait pas tant une masculinité hyperbolique qu'un tempérament hystérique propre à un homme qui n'est pas maître de ses nerfs et qui, par conséquent, fait preuve d'une masculinité défaillante. Comme l'a établi Margaret Waller dans son étude de Male Malady, le point commun des héros du romantisme français est d'exprimer une impuissance, une faille de la masculinité, et dans cette galerie d'hommes manqués, c'est sûrement Lorenzaccio qui représente le plus exagérément l'homme châtré, le nuque éhonté, le scandale d'une masculinité publiquement pervertie. La féminité de Lorenzaccio sera d'ailleurs la cause, à partir de la fin du XIXe siècle, d'une tradition qui consistera à donner à des femmes le rôle du héros de Musset. Florence Nogrette, dans son ouvrage Le théâtre romantique, rappelle que cette tradition commence avec le choix de Sarah Bernard, qui voulait absolument jouer Lorenzaccio. La masculinité déchue de Lorenzaccio s'exprime d'une part par la façon dont il est décrit par d'autres personnages, à commencer par le duc de Florence, son cousin, et Marie Soderini, sa mère, qui est parfaitement consciente de l'infamie que représente son fils aux yeux de tous. Je cite cette phrase de sa mère. Aimerais-tu un homme qui a peur ? Tu rougis, Catherine. Lorenzaccio est ton neveu, mais figure-toi qu'il s'appelle d'un tout autre nom. Qu'en penserais-tu ? Quelle femme voudrait s'appuyer sur son bras pour monter à cheval ? Quel homme lui serrait la main ? Fin de citation. Lorenzaccio est infréquentable aux yeux de tous et pour les deux sexes. L'opprobre de sa masculinité dénaturée rend sa compagnie compromettante tant pour les femmes qui ne peuvent prendre sa galanterie au sérieux que pour les hommes qui ne sauraient s'afficher en public avec un homme lâche. Les mots choisis par le duc sont encore plus durs alors qu'il entend protéger Lorenzaccio contre les accusations de Sire Maurice, ce dernier venant avertir le tyran de Florence de la nature traître de Lorenzaccio et du risque d'attentat qu'il représente. Cet avertissement s'avère fondé puisque Lorenzaccio, en effet, joue un double jeu pour obtenir la confiance du duc jusqu'à ce qu'il puisse l'assassiner dans la scène 11 de l'acte 4. Le duc se refuse à prendre au sérieux la duplicité de Lorenzaccio, il le perçoit comme un bouffon, un provocateur, mais surtout comme un homme miné par la peur, un homme dépourvu de courage et d'honneur. Je cite, Renzo, un homme à craindre, le plus fieffé poltron, une femmelette, l'ombre d'un ruffian énervé, un rêveur qui marche nuit et jour sans épée, de peur d'apercevoir l'ombre à son côté. Fin de citation. Plus loin, autre citation, « Regardez-moi ce petit corps maigre, ce lendemain d'orgie ambulant. Regardez-moi ses yeux plombés, ses mains fluettes et maladives, à peine fermes pour soutenir un éventail. C'est là un homme à craindre. » Fin de citation. Lorenzaccio a en quelque sorte le physique de son âme. Sa lâcheté et sa peur se reflètent sur son corps frêle, ses mains trop faibles pour porter une épée et pour vouloir s'en servir. C'est l'ombre avortée de l'homme qu'il ne sera jamais. Pourquoi le duc se méfierait d'une femmelette ? Faut-il craindre un homme qui a peur de tout et qui fuit devant le devoir d'affronter le duel, épreuve ultime pour affirmer son honneur et par là même sa virilité ? Lorenzaccio, ayant insulté Sire Maurice, ce dernier le provoque en duel et tire son épée en présence du duc. Ce dernier, pour se moquer de Lorenzaccio, mais aussi pour prouver à Sire Maurice qu'il n'a rien à craindre d'un homme aussi dénaturé, fait semblant de permettre le duel en fournissant lui-même une épée à Lorenzaccio qui voulait esquiver l'épreuve du duel. C'est ainsi que Lorenzaccio pâlit, titube et s'évanouit devant Sire Maurice. La didascalie le disqualifie en des termes confirmant sa faiblesse et sa peur. Je cite, « Lorenzaccio chancelle, il s'appuie sur la balustrade et glisse à terre tout à coup. » Et le duc d'Irone sur la menace que représente Lorenzaccio. La seule vue de l'épée le fait se trouver mal. « Allons, chère Lorenzetta, fais-toi emporter chez ta mère. » C'est précisément là que réside le déshonneur, l'infamie de Lorenzaccio. C'est un homme sans épée. Une épée, bien sûr, qui a valeur phallique et qui est la garantie de la masculinité de tout homme. Un homme qui va et vient sans épée, refuse le duel et qui s'évanouit à la vue de l'épée d'un autre homme n'est plus vraiment un homme. Aux yeux de tous, c'est un homme manqué qui mérite qu'on parle de lui au féminin. Lorenzaccio devint la risée et la honte de Florence sous le nom de Lorenzetta. Dans son étude sur le symbolisme sexuel dans Lorenzaccio, Mary MacLean a compté que le mot épée était répété 51 fois tout au long de la pièce et que si l'on inclut d'autres termes du même champ lexical comme couteau, stylet ou pique, on arrive à 81 mentions. C'est dire à quel point le port de l'épée définit l'homme, prouve sa virilité et stigmatise Lorenzaccio comme l'homme sans épée. C'est donc du côté de l'inversion sexuelle et de la castration qu'il faut situer le héros, ou plutôt le anti-héros de Musset. L'ironie de la pièce de Musset, c'est que c'est bien Lorenzaccio, pourtant, l'homme manqué, l'eunuque, qui deviendra l'assassin du duc. C'est le duc symbolisant la tyrannie et la corruption que faisait régner
qui faisait régner la terreur et la débauche sur Florence. Mais ce meurtre, loin de rétablir la masculinité bafouée de Lorenzaccio, est accompli de façon à souligner jusqu'à la fin la féminité de ce dernier. Profitant de ce que le duc souhaite coucher avec Catherine, la tante de Lorenzaccio, ce dernier feint d'organiser une rencontre galante entre le duc et couché dans le lit d'une chambre obscure, attendant la venue de Catherine. Ce n'est pas Catherine qui viendra, mais Lorenzaccio, qui, ayant au préalable désarmé le duc et entortillé le baudrier pour que son épée ne puisse être dégainée, s'avancera dans les ténèbres en prétendant être la femme, et tuera le duc de 2 coups de couteau. Avant la scène du meurtre, Lorenzaccio avait conclu son monologue en évoquant une fois de plus sa féminité. Je cite, c'est une phrase intéressante. « Faites-vous beau, la mariée est belle, mais je vous le dis à l'oreille, prenez garde à son petit couteau. » Le renversement de la pièce n'est pas tant la réhabilitation de la masculinité de Lorenzaccio à travers la revanche de la mise à mort du tyran par lui-même, mais plutôt le glissement d'une féminité de la honte au début de la pièce, il est l'homme qui a peur de l'épée, vers une féminité vengeresse à la fin de la pièce, lorsque l'homme qui refuse le duel à l'épée ne refuse pas pour autant le meurtre au couteau. La femmelette moquée par tous est devenue la femme phallique dont le petit couteau a débarrassé Florence de son tortionnaire. La féminité de Lorenzaccio effectue une métamorphose au cours de la pièce en étant d'abord une source de honte et de moquerie assignée par l'extérieur pour devenir une féminité intérieurement assumée et vengeresse avec l'assassinat du tyran de la ville. Dernier exemple, Rachilde. Le dernier cas de déconstruction de la masculinité d'un jeune homme à travers l'épreuve du duel est illustré dans le roman à scandale qui a lancé la carrière de Rachilde de M. Vénus. Le couple de ce roman est officiellement hétérosexuel puisqu'il s'agit d'un homme et d'une femme, mais c'est un couple qui transgresse à la fois les règles de l'endogamie sociale et de la domination masculine. Raoul de Vénérande est une aristocrate oisive et indépendante qui manifeste une identité de genre très masculine. Elle parle d'elle-même au masculin et elle refuse de se marier avec un homme. Elle s'éprend de Jacques Silver, un fleuriste qui vit dans des conditions misérables et dont la masculinité est quasiment inexistante. D'une part parce qu'il est décrit comme étant, je cite, un homme faible comme une jeune fille, fin de citation, et d'autre part parce que ses origines plébéiennes lui ôtent tout honneur, c'est-à-dire toute virilité. Je cite, « Jacques était le fils d'un ivrogne et d'une catin, son honneur ne savait que pleurer. » Fin de citation. Un jeune homme pauvre, sans honneur, sans virilité, mais qui constitue une proie de choix pour Raoul, cette dernière étant enchantée par l'inversion des genres à l'œuvre dans leur couple. C'est elle qui est l'homme jaloux et fortuné, et c'est lui qui est la maîtresse fragile et précaire devant satisfaire tous les caprices de son bienfaiteur. Raoul commence par faire du mécénat en entretenant Jacques pour qu'il développe ses dons artistiques, puis elle crée un scandale dans son milieu aristocratique en épousant Jacques, provoquant une rupture définitive avec sa tante qui l'a élevée et ses amis proches. Le seul ami qu'elle conserve est le baron de Rétolbe, qui la courtise depuis longtemps et à qui elle confie le soin de donner des cours d'escrime à son mari. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien sûr se préparer à la possibilité du duel. Les cours d'escrime visant précisément à former Jacques à l'art du duel, Rachilde complique la situation d'une intrigue décadente avec le début d'un adultère entre le baron et Jacques. Le baron, pourtant amoureux de Raoul, se surprend à désirer Jacques en succombant à sa féminité. On a ici finalement un usage assez intéressant du désir mimétique que René Girard avait théorisé, mais une version très décadente. Le baron, donc portant amoureux de Raoul, se prend à coucher avec Jacques. Un soir que Raoul trouve son mari travesti en femme chez le baron de Rétolbe, elle comprend la réalité de l'adultère et décide de la mise à mort de Jacques en réclamant un duel au baron. Je cite, « J'ai été surprise en flagrant délit, mais mon mari ne veut pas un scandale public. Il vous attendra à 6 heures demain avec ses témoins en Vésiné sur la lisière du bois. » Fin de citation. Profitant de ce que Jacques était travesti en femme chez le baron, Raoul force Jacques à s'habiller en homme et à trouver Raoul en flagrant délit d'adultère avec le baron, provoquant ainsi une autre inversion de la situation originelle, cette inversion appelant un duel où Jacques, le mari soi-disant outragé, se doit de défendre l'honneur de Raoul. En réalité, c'est Raoul qui est outragé, mais dans sa jalousie, et elle murmure à l'oreille du baron en quittant son domicile, je cite, « à mort ». Une consigne sans ambiguïté sur le sort qu'elle réserve à son mari à travers le duel du lendemain. Le lendemain, en effet, Rétolbe retrouve Jacques et le tue lors du duel à l'épée qui les oppose. Ce duel apparaît ici comme un crime manigancé par Raoul et Rétolbe pour se débarrasser impunément d'un jeune homme qui savait à peine tenir une épée.
Le mot duel cache ici très mal l'assassinat le plus crapuleux, et ce dialogue entre deux témoins confirme a posteriori à quel point les règles ont été piétinées. Je cite : « Vous n'avez pas remarqué, dit l'un des témoins du baron, lorsque la voiture se fut éloignée en portant le cadavre, vous n'avez pas remarqué que de Rétolbe, malgré son désespoir, a oublié de lui tendre la main. » Oui, d'ailleurs, ce duel a été aussi incorrect que possible, j'en suis navré pour notre ami. Ainsi que l'a remarqué Mélanie Offord dans son article « Monsieur Vénus, a Critique of Gender Roles », ce duel incorrect n'en reste pas moins impuni parce que les témoins affichent leur loyauté envers un homme de leur classe, le baron de Rétolbe, au lieu de prendre la défense d'un marginal à double titre, Jacques étant à la fois le plébéien et l'homme contre nature, c'est-à-dire l'inverti, qui mérite d'être tué comme un chien. Ni la masculinité du baron, ni celle de Jacques ne ressortent grandies de ce duel qui, au contraire, expose les failles de ces hommes problématiques. En conclusion, nous rappellerons que les trois œuvres sélectionnées dans cette présentation appartiennent à des époques et des mouvements littéraires différents, mais ont en commun d'opérer une déconstruction de la masculinité du jeune homme à travers l'épreuve du duel. Ainsi, la littérature transforme une institution censée défendre l'honneur des hommes en une mascarade qui expose non pas la masculinité des jeunes duellistes, mais plutôt son inconsistance et ses incohérences. Si l'on s'intéresse enfin au roman de Théophile Gautier, que j'adore, Mademoiselle de Maupin, on trouve même un cas où le duel sert à affirmer non pas la masculinité de l'homme, mais la masculinité de la femme, de Mademoiselle de Maupin. Ce roman de 1835 raconte les mémoires d'une jeune femme, Madeleine de Maupin, qui, n'étant pas satisfaite par la vie domestique et végétative promise aux femmes de son époque, préfère se travestir en homme et mener la vie d'un chevalier sous le nom de Théodore de Serrane. Pris en flagrant délit de séduction avec Rosette, Théodore est provoqué en duel par Alcibiade, le frère de Rosette, qui lui laisse l'option du mariage avec sa sœur pour éviter l'obligation du duel. Théodore préfère de loin le duel à l'horreur du mariage et remporte le duel à l'épée contre un adversaire pourtant chevronné. Je cite : « Ce qui était inouï, ce n'était pas ainsi qu'il me paraissait que du sang coulât d'une blessure, mais c'était que cette blessure eût été ouverte par moi. Et qu'une jeune fille de mon âge, j'allais écrire un jeune homme tant je suis bien entré dans l'esprit de mon rôle, eût jeté sur le carreau un capitaine vigoureux, rompu à l'escrime comme l'était le seigneur Alcibiade, le tout pour crime de séduction et refus de mariage avec une femme fort riche et fort charmante qui plus est. Une femme qui gagne un duel à l'épée contre un maître de l'escrime, n'est-ce pas la preuve de la fluidité du genre et de l'affranchissement de la masculinité du corps sexué ? Finalement, la littérature du XIXe siècle, bien avant le deuxième sexe de Beauvoir et Gender Trouble de Judith Butler, illustre avec fracas qu'on ne naît pas homme et qu'on ne le devient pas toujours. Je vous remercie.